l'impression de faire plusieurs types de choses, c'est-à-dire à la fois des enquêtes de terrain, ce que tout sociologue doit pouvoir faire, à la fois une réflexion sur ce que j'ai pu recueillir sur le terrain, la manière dont je peux interpréter ce que j'ai recueilli, et puis je dirais troisième chose, c'est une réflexion sur les instruments proprement sociologiques que j'utilise pour mettre en œuvre cette interprétation. Moi, je situerai à ces trois niveaux mon intervention en tant que sociologue. Alors, sur le plan du recueil de données, c'est très variable parce que ça dépend des recherches qu'on est en train de mener. Bon, j'ai terminé une recherche sur la construction identitaire il y a quelques années. Actuellement, je suis en train de mener un travail plus de réflexion cette fois sur la notion de parentalité, les usages qui sont faits de cette notion dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et puis j'ai eu l'occasion antérieurement de faire d'autres travaux sur les politiques sociales, c'est-à-dire essayer de comprendre comment ces politiques étaient reçues par les bénéficiaires des mesures d'assistance ou de protection sociale au sens large, et comment on pouvait aussi interpréter ou donner un sens historique, social, sociologique à ces politiques sociales. Et d'autres fois, j'ai eu des enquêtes de terrain justement auprès des assistés pour essayer de comprendre ce que ça représentait pour ces personnes d'être dans cette situation d'assisté social. Donc c'est très variable en termes d'enquête de terrain, et ça prend l'allure de différentes démarches méthodologiques, aussi bien de recueil de données qualitatives, comme on dit, des entretiens, mais qu'on peut aussi traiter qualitativement, par une sorte d'analyse lexicographique, etc., ou des recueils de données quantitatives, où on fait des grandes enquêtes en mettant en œuvre donc des traitements un peu plus lourds sur le plan statistique. Alors voilà pour les démarches de terrain, les enquêtes. Alors ça se fait dans toutes sortes, ça peut se faire dans toutes sortes d'endroits. Bon, j'ai beaucoup travaillé en France parce que je suis français. J'ai essayé de faire des comparaisons avec le Québec pour l'instant parce que je suis bien accueilli au Québec. Demain, ce sera au Brésil, etc. Bon, c'est différentes régions, on pourrait dire. Et aujourd'hui, je pense que bien des travaux doivent se mener à l'échelle internationale, parce que sur des tas de questions comme celle de la protection sociale, eh bien, c'est pas simplement des dispositifs locaux, nationaux que l'on a à comprendre, c'est aussi les rapports que ces dispositifs entretiennent finalement entre eux à l'échelle internationale, puisqu'il y a aussi de la protection sociale ailleurs, y compris dans des pays émergents, mais ça ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. Il y a des choses à comprendre également de ce côté-là. Alors, s'agissant de la manière dont je suis amené à analyser, bon, je dirais d'abord que je ne pense pas appartenir à une école de pensée. Alors je dis je ne pense pas parce que on peut toujours essayer de ranger quelqu'un dans une école ou une autre. Aujourd'hui, je crois qu'on fonctionne beaucoup moins avec cette idée d'école. Non pas qu'il n'y ait pas disons, de grandes tendances ou de grands schémas interprétatifs qui existent. Je crois qu'il y en a et on se situe quand même par rapport à cela. Pour autant, ce n'est pas vraiment des écoles au sens où on aurait une théorie globale avec un certain nombre disons, de propositions bien arrêtées qu'il faudrait coûte que coûte retrouver au terme des démarches empiriques que l'on pourrait mettre en œuvre. Donc, j'ai une démarche théorique qui consiste, disons en gros, à essayer de trouver les instruments théoriques qui me permettent d'interpréter ce que je recueille au niveau empirique. C'est-à-dire que j'ai une théorie, si on veut, assez souple, qui doit me permettre d'expliquer le mieux possible ce que je peux trouver. Donc je n'ai pas un cadre fixé, absolument.
J'ai un cadre qui est modulable, pourrait-on dire, mais bien sûr à partir d'options théoriques générales, d'options épistémologiques qui, elles, ne sont pas variables, du moins de façon assez rapide. Donc ma démarche théorique, c'est celle-là. Alors bien sûr, je puise pour ce faire dans un certain nombre de théories déjà élaborées. Comme je m'intéresse beaucoup aux politiques publiques et aux rapports que l'État entretient avec les individus, les bénéficiaires des politiques sociales par exemple, bon, j'ai bien sûr une théorie de l'État qui est au moins en arrière-fond de ma démarche. J'ai aussi une théorie de l'acteur, j'ai un certain nombre de théories, disons, locales que je vais mobiliser pour pouvoir proposer une interprétation particulière de ce que j'ai pu recueillir. Alors, parfois on appelle ça du bricolage, bien, c'est un bricolage théorique, mais on pense aussi avec des éléments divers. Pour autant, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit simplement fantaisiste. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quelle interprétation, n'importe comment. C'est-à-dire que mes options théoriques, j'essaie aussi de les justifier sur le plan de la démarche proprement sociologique, c'est-à-dire sur le plan épistémologique. J'essaie de justifier les concepts que je vais utiliser. Bon, la notion d'État que je vais utiliser, j'essaie d'en donner une définition aussi précise possible, en prenant en compte toutes les implications que cette définition peut avoir au regard justement d'une conception, d'une représentation peut-être plus globale de la société. Alors justement, pour ma part, dans les travaux qui sont menés en France, il y a, je pense, un débat important à avoir aujourd'hui sur la question de l'État, parce que on a eu une définition de l'État assez arrêtée et qui reflétait assez bien la situation ou l'organisation étatique administrative de la France, avec cette idée que l'État était au centre et il y avait des représentants ou des mises en œuvre périphériques de la décision centrale. Et le fait qu'il y ait eu, sur le plan législatif, légal, des transformations de l'organisation de l'administration, on est en train d'opposer une sorte d'État central à un État décentralisé. Enfin, on ne l'appelle plus État, justement. Et je crois que c'est une erreur, parce que c'est toujours de l'État, enfin, à mon sens. Mais, donc voilà, c'est un exemple pour montrer que des options théoriques ou des options liées à une conception de l'État doivent être toujours rediscutées sur le plan des acceptions, finalement, que l'on va donner à cette notion et les rediscuter au regard, je pense, de ce qu'elles apportent en termes de compréhension de l'état actuel de la société que l'on étudie. Alors, à titre d'exemple, si on veut, pour essayer de préciser à la fois ma démarche de pensée et le type de conception et de notion de concept que je vais utiliser dans mes analyses. Bon, je vous disais que il y a une théorie de l'État, une théorie de l'acteur, que je mobilise finalement comme tout sociologue, parce que chaque sociologue est confronté, chacun est confronté à la question, et ça revient sans arrêt dans toutes les discussions entre sociologues et extérieurs, c'est une société, ça représente quelque chose pour soi-même, mais c'est aussi composé d'individus. Bon, alors, est-ce qu'il faut privilégier? Est-ce que c'est la structure sociale, comme on dit, dans laquelle les individus vont prendre place, ou est-ce que ce sont les individus qu'il faut privilégier pour expliquer le fonctionnement social? Ou est-ce qu'on fait on prend des options individualistes, des options holistes, comme on dit, etc. Alors souvent c'est posé comme ça, et on oppose ces deux manières de penser les choses. Bien souvent d'ailleurs, cette opposition apparaît stérile, on dit non, il faut pouvoir au contraire prendre les deux en même temps. Mais souvent on ne sait pas
très bien comment faire pour prendre les deux en même temps. Et je crois qu'ici, il y a parfois des confusions entre, disons, une conception générale de la société, du monde, que je qualifierais presque de métaphysique, et puis une conception proprement épistémologique d'explication du phénomène social. Alors, pour ma part, ma conception, c'est de penser que il n'y a pas d'opposition entre l'individu et la société. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la relation qui existe entre l'individu et la société, parce que tout individu réfléchit la société dans laquelle il est, et la société n'est que le produit de ce que font, de ce que pensent, de ce que conçoivent les individus. Donc ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est ce qui se passe dans cette relation et comment ça se passe. Alors pour pouvoir le faire, je pense que là, il faut changer de plan. C'est plus une conception générale, c'est pas suffisant d'avoir une conception générale, il faut une démarche explicative. Comment on va pouvoir expliquer cela? Alors, on a pu avoir tendance parfois en disant, bon, si on repère bien l'ensemble des principes d'organisation, la structure qui organise la société, alors on va comprendre pourquoi les individus agissent comme ça. Bien, ça marche dans certains cas. D'autres fois, eh bien, ça ne marche pas parce que les individus font autre chose que ce qui a été prévu qu'ils fassent et ce pourquoi les choses ont été conçues. Donc, on va essayer d'expliquer. Mais si on s'en tient, si on en reste au niveau de la structure, on va simplement être amené à penser qu'ils ne font pas ce qu'ils auraient dû faire. On les voit comme des déviants, on les voit comme des personnes qui sont en dehors de cela, ils sont exclus, etc. Et donc on a une espèce d'opposition fonctionnelle d'ailleurs pour ce type d'explication, mais qui, me semble-t-il, va empêcher de comprendre peut-être tout un mouvement qui est à l'œuvre et qui transforme les structures sociales elles-mêmes. Je vais vous prendre un exemple, parce que c'est un point sur lequel j'ai eu l'occasion de discuter pas mal avec mes collègues. Lorsqu'on a pensé que les sociétés occidentales qui connaissaient des gros problèmes d'emploi dans les années, fin des années 70-80, finalement mettaient en marge, excluaient une partie de leur population. Je n'ai pas partagé cette analyse parce que je pensais qu'en même temps, parmi disons, les structures sociales qui pouvaient organiser, il y avait aussi des structures d'inclusion et qui continuaient à fonctionner. Et donc si on mettait l'accent simplement sur ce qui se passait dans un domaine de la vie sociale, l'emploi, ou l'école, autre chose, et qu'on ne prenait en compte que le fait de cette mise à l'écart, eh bien, on oubliait de penser en même temps quelque chose qui ramenait, maintenait ou réintroduisait les individus dans des formes de vie sociale que l'on a appelé d'ailleurs très souvent de l'insertion sociale, des politiques de ce type-là. Alors, je pense que le défaut d'une analyse, disons, en termes purement de structure sociale, c'était de s'empêcher de comprendre les évolutions, les transformations de cette structure sociale. Donc il fallait prendre en compte aussi ce qui se passait du côté des individus, des initiatives qui étaient prises et qui n'étaient pas simplement des initiatives pour pallier plus ou moins bien les défauts d'une politique. C'était quelque chose qui apportait de nouveaux modes de relations, disons une nouvelle manière de vivre en société. Alors autre chose était de savoir comment qualifier cette nouvelle manière. Là, effectivement, il y a toutes sortes de qualifications possibles, mais qu'en fallait-il d'abord bien interpréter cela? Alors je dirais, il y a la même chose lorsqu'on regarde les acteurs. C'est-à-dire, bon, si on pense que les acteurs ont tout pouvoir pour organiser leur vie comme ils l'entendent, etc., on ne comprend pas pourquoi finalement ils arrivent dans un certain nombre de domaines à tous faire la même chose de la même manière. Bon,
Ça aussi, il faut pouvoir l'expliquer de cette manière-là. Alors, pour ma part, il me semble que ce qui est intéressant dans une démarche sociologique, c'est de pouvoir arriver à avoir un schéma d'explication qui permet de comprendre comment des principes, des règles d'organisation vont effectivement être intériorisés par les individus, les amener à se comporter de telle et telle façon, mais aussi leur laisser la possibilité de ne pas le faire, d'envisager d'autres manières de se comporter et peut-être de participer directement, volontairement ou involontairement ou inconsciemment également aux transformations sociales. Donc là, je pense que la démarche sociologique doit pouvoir arriver à comprendre tout ça. C'était l'ambition d'un Durkheim, hein, d'ailleurs, c'est l'ambition de ces fondateurs de la sociologie, ce doit toujours être notre ambition. Maintenant, on a à essayer de le mettre en œuvre à partir de nouveaux objets, de nouvelles conditions, de nouvelles situations. Il faut pouvoir rendre compte de ces nouvelles situations. Pour prendre un exemple, parmi les travaux que j'ai pu mener, c'est déjà un peu ancien, mais c'est toujours d'actualité, je crois. Je m'étais proposé à une époque d'essayer de faire un travail sur l'assistance. Bon, avec l'idée au départ que l'assistance, c'est une situation que peuvent connaître un certain nombre d'individus qui sont privés des moyens de vivre, disons, normalement, c'est-à-dire d'avoir un emploi, d'être dans de bonnes conditions physiques, morales, etc. Et donc, ils sont dans une situation que, très souvent d'ailleurs, on qualifie de situation de moindre être social, de moindre avoir social, etc. Donc, une espèce de situation de disqualification sociale. Le terme a été employé par un certain nombre de sociologues. Donc, mon projet de départ, c'était d'essayer de comprendre, finalement, comment on vit cette situation. Alors, pour ce faire, donc, je devais comprendre ce que c'était, finalement, une situation d'assistance. La première difficulté, c'était d'essayer de savoir comment définir une situation d'assistance. Et là, il y a un certain nombre de partis pris. Il faut prendre parti en disant, relève de l'assistance, aussi bien le chômeur qui est assuré, que la personne qui n'a aucune ressource, qui n'a pas travaillé, qui est dans une situation de dénuement total et qui va s'adresser, à l'époque, il s'appelait encore des bureaux d'aide sociale, enfin, ou à une association charitable, etc. Et donc, pour tout ça, à mon sens, c'est de l'assistance. Depuis, d'ailleurs, j'ai encore élargi la conception de l'assistance sociale parce que j'ai trouvé que, en analysant et en regardant de près tous les dispositifs de protection sociale, même ceux qui sont fondés sur des principes de l'assurance, c'est-à-dire avec une cotisation et on reçoit des prestations à la hauteur de la cotisation, comporte aussi une dimension d'assistance. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que une espèce de partage administratif, disant, bon, les assistés, c'est ceux qui bénéficient de telle et telle mesure que l'on appelle de l'assistance. Donc c'est plus large. Et j'étais amené à penser qu'une situation d'assistance, c'est une situation qui varie dans le temps. On peut être assisté pendant quelques mois à la fin de ses études et avant de trouver son premier emploi. Moi, j'ai eu quelques allocations comme ça entre la fin de mes études et mon premier emploi. Bon, c'est pas la même chose que de se trouver dans une situation pendant 4, 5 ans, voire plus. On vit avec des prestations de l'assistance sociale. Donc, j'ai défini l'assistance sociale, les assistés sociaux, comme ceux qui sont déjà installés, disons, ou vivent une situation durable dépendante de prestations sociales.
Et pour essayer de comprendre comment vivait cette situation, eh bien, j'ai essayé de voir, de suivre sur une longue période des personnes, des individus, des couples, des familles entières qui vivaient de ces allocations, prestations d'assistance sociale. Alors, je les ai prises dans des situations tout à fait différentes parce que, bon, une fois, c'est des familles qui étaient sous tutelle, parfois de la justice, d'autres fois qui relevaient du bureau d'aide sociale de la ville ou qui étaient suivies par une caisse d'allocation familiale, enfin, etc., des situations très variables. Et je me suis aperçu d'une chose au cours du temps, justement, et en suivant le parcours de ces personnes, que, eh bien, elles ne vivaient pas, ne percevaient pas, ne réagissaient pas de la même façon à leur situation. J'avais des personnes qui étaient effectivement, comme on l'a dit souvent, écrasées par leur situation, qui n'acceptaient pas, qui ne pouvaient pas, qui se trouvaient honteuses. Bon, j'ai perdu ma fierté, je ne m'accepte pas dans cette situation parce que je devrais pouvoir travailler. J'ai eu un accident, mais bon, c'est un malheur, etc. Mais je devrais pouvoir faire autre chose et c'est une situation qui est inacceptable pour moi. C'est-à-dire que ça ne correspond pas à mes valeurs parce que ma valeur, à moi, première, c'est de se débrouiller par soi-même. Et se débrouiller par soi-même, c'est travailler, c'est pouvoir vivre en fonction justement de, ou à la hauteur de ce que l'on a gagné par son propre travail. Et puis d'autres personnes qui me disaient, ben oui, moi je préférerais travailler, mais j'ai eu un accident, je ne peux plus travailler, ma jambe, elle ne fonctionne plus et on ne me prend plus dans un emploi. D'ailleurs, la médecine du travail l'a reconnu, je suis invalide et c'est normal que maintenant je perçoive des prestations d'invalidité. C'est prévu, la société bon, a prévu que je vive comme ça. Bon, je préférais vivre autrement, je préférais avoir plus, gagner plus, etc. Mais bon, ma situation est celle-là et je fais avec. Je fais avec. Et d'ailleurs, j'ai le droit. J'ai le droit de percevoir ça parce que ben, il m'est arrivé telle et telle chose. Donc j'ai le droit, je suis un ayant droit des dispositifs sociaux. Puis d'autres personnes qui ne disaient pas ou ne percevaient pas encore les choses de cette façon-là parce qu'elles attendaient soit la possibilité de retrouver un emploi, soit au contraire, elles attendaient d'être reconnues par les dispositifs de la protection sociale et notamment de pouvoir être reconnues par les experts comme invalides et percevoir une rente d'invalidité. Donc ça m'a amené à penser que finalement la même situation d'assistance était et pouvait être perçue, vécue et j'allais dire être aménagée en quelque sorte par les personnes de façon différente en fonction de leurs propres valeurs, de leur propre système de valeurs. C'est parce qu'elles préfèrent, c'est-à-dire sont convaincues, elles ne pensent pas les choses autrement, être au travail, ou parce qu'elles pensent que le travail c'est quelque chose qui est normal, mais que la société a prévu tout aussi normalement de pouvoir les rétribuer, même lorsqu'ils ne peuvent plus travailler. Donc c'est des représentations, c'est des systèmes de valeurs, c'est un certain nombre de choses auxquelles on va adhérer profondément soi-même, sans qu'on tienne d'ailleurs une grande réflexion sur la chose. Hein. On pense les choses, on les perçoit, on les reçoit comme ça, et ça amène effectivement à développer ensuite des stratégies différentes vis-à-vis des travailleurs sociaux, vis-à-vis des médecins, vis-à-vis de son entourage, etc. Ça engage complètement la vie des personnes. Donc, c'est bien parce que j'ai pu saisir le discours de ces personnes, parce que j'ai pu les observer, parce que j'ai pu voir ce qui se passait chez elles au cours de leur existence, bon, lorsque par exemple elles étaient reconnues par les instances qui accordent
les invalidités, par exemple, le changement que ça a opéré chez elle. C'est-à-dire du jour au lendemain, elle disait, bon, avant je ne savais pas ce qui allait m'arriver, et là je sais que maintenant je vais avoir une rente d'invalidité, je suis assuré en quelque sorte de ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Donc un changement de perspective pour elle, parce que elle reconnaissait, c'est ça, c'était leur nouvelle situation sociale, elle s'adaptait à leur situation sociale et elle s'engageait finalement dans une manière de réagir à cette situation. Et donc, à la fin de cette étude, j'avais effectivement des représentations de l'assistance sociale qui étaient très contrastées. C'est-à-dire je pouvais opposer des manières de concevoir, de recevoir, de se sentir dans une situation d'assistés sociaux. Donc les assistés, ce n'est pas une masse informe de gens qui subissent en quelque sorte un mauvais sort, c'est un ensemble évidemment d'individus qui vont réagir en fonction de systèmes de valeurs qui sont somme toute assez bien organisés et qui vont s'engager dans des trajectoires de vie qui vont être différentes.